Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Alors j'ai la lourde tâche de commencer. Voilà. Mon propos va être de vous présenter un panorama de l'art allant du dadaïsme à l'art visuel. Alors je vais faire peut-être des petits prémices aussi un petit peu avant le dadaïsme évidemment. Mais l'idée, c'est de donner un contexte en fait historique pour qu'on envisage aussi l'art visuel comme la résultante de tout un processus historique, même s'il y a beaucoup de ruptures dans l'art visuel, il y a même des ruptures aussi avant. Ça s'inscrit dans un cadre général plus large qui permet d'expliquer son apparition dans la phase contemporaine. Alors, mon point de vue partira d'une approche ontologique de l'art. Alors c'est un peu un grand mot. L'ontologie, c'est, d'un point de vue étymologique, c'est la branche de la philosophie qui interroge la signification du mot être. C'est la théorie générale de l'être. Souvent, ça se résume par la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Alors pourquoi j'aborde ça sous l'angle de l'ontologie? Parce qu'à mon sens, les grands artistes donnent une nouvelle définition ontologique de l'art. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions possibles de l'art, une version visuelle, une version vers invisuelle, et il y a des histoires de formes, de style. Donc l'art prend des formes, des modalités d'existence complètement différentes à travers les siècles. Donc si on l'applique à l'art, c'est difficile d'en donner une définition, mais la définition la plus ancienne, c'est une activité humaine dont le produit ou l'idée s'adresse délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. Par ça, c'est une définition un peu classique qui, évidemment, au cours des siècles, va évoluer, mais on va essayer de prendre cette définition comme point de départ. Alors, ce que j'appelle l'ontologie de l'art, c'est une étude philosophique de la nature de l'art et des différents modes d'existence que celui-ci va prendre à travers les siècles. Donc, c'est une question complètement d'ordre esthétique. Alors, l'art, au départ, va prendre une forme liée à la représentation. C'est-à-dire sa première modalité ontologique, sa première manifestation d'existence, c'est de représenter la réalité. Mais cette représentation de la réalité se ne fait pas d'un seul geste, comme ça, en une seule fois. Ça se fait par étapes progressives. Voilà, je vous ai fait une petite courbe sur laquelle je ne vais pas m'appesantir, c'est juste pour donner un cadre. Donc, je vous propose l'évolution de la représentation de la peinture à travers les siècles. Donc, on va voyager, c'est surtout l'Europe. Donc là, on commence vers 1300 avec Giotto, 1425 Masaccio, l'installation de la perspective, 1500 Léonard de Vinci, le Sfumato, le Caravage, le clair-obscur. Donc disons que c'est une colonne vertébrale où on mesure une sorte de construction, d'évolution de la forme représentative. On parle de choses un peu schématiques et puis on les perfectionne progressivement. Voilà, c'est juste pour mettre en perspective, je ne vais pas détailler plus ici. Alors, comme on emploie des grands mots, je me suis dit qu'il faut mettre un peu d'humour dans tout ça, parce que l'ontologie de l'art, c'est quoi? C'est l'art peut, à certaines époques, être figuratif, c'est-à-dire représenter la réalité, et puis, au cours de l'époque moderne, cette forme représentative, elle va être attaquée. Des artistes ont commencé à dire il y a la photographie qui est là, la représentation des madones, des anges, c'est un peu saturé, on n'en peut plus. Et donc on va commencer, c'est l'époque moderne, à remettre en cause un peu tout ça. Et on va avoir une nouvelle conception de l'art apparaître, qu'on appelle communément l'art moderne. Alors je vous ai mis ce chat que vous connaissez peut-être, c'est le chat du Cheshire, qui vient de l'œuvre de Lewis Carroll, et ça c'est la version de Walt Disney 1951. Et ce chat apparaît à Alice, et puis il apparaît, il disparaît, on voit juste les rayures, de temps en temps on voit juste le sourire du chat,
Lewis Carroll dit on a déjà vu un chat sans sourire, mais rarement un sourire sans chat. Et donc, moi, je le détourne évidemment ici et je l'utilise comme une manifestation des différentes phases ontologiques de l'art. Quand on le voit complètement, c'est le chat figuratif qui imite la réalité. Et puis, à un moment, dans une séquence, il disparaît sous vos yeux. Voilà la petite séquence. Voilà. Donc, on peut. J'ai mis ça pour un petit peu mettre de l'humour, c'est-à-dire que là, on va vers une sorte de remise en cause des formes et une disparition même de l'œuvre. Alors, si je continue mon trajet, l'art moderne, je vous l'ai dit, déconstruit la représentation. Et effectivement, on essaie de brosser ça à large touche. On va de 1863 Manet, l'impressionnisme, le pointillisme, jusqu'à l'abstraction. C'est-à-dire qu'on va remarquer une sorte d'évolution des formes, on va avoir un effondrement, une décomposition des formes. Les artistes ne cherchent plus à imiter la réalité, on a d'autres modalités d'existence artistique. Et si on essaie de voir ce qui se passe un petit peu après, on a évidemment Marcel Duchamp. Après, je vais vous montrer des œuvres pour illustrer mon propos, qui va, d'une certaine manière, clôturer la représentation, puis ouvrir un nouveau cycle, qui est celui de la présentation. Duchamp ne représente plus, il présente. On le sait tous, il va vous présenter des objets, des ready-made. Et puis, j'ai sélectionné dans les mouvements artistiques qui vont aller jusqu'à l'art invisuel, ceux qui me semblaient les plus pertinents. J'ai pas tout retenu, j'ai pas retenu le pop art, j'ai pas retenu plein de mouvements. J'ai retenu ceux qui me semblaient les plus pertinents quant à la notion de dématérialisation qui va se mettre en place au XXe siècle. Et la dématérialisation, ça va être une notion qui va intéresser l'art contemporain et dont l'art visuel va se saisir. Alors, je vais vous parler d'Isidore Isou, que vous connaissez peut-être comme étant le fondateur de l'illettrisme. En 1956, il a inventé un nouveau mouvement, dont je vais vous parler tout à l'heure, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, qui s'appelle l'art infinitésimal ou l'art imaginaire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ensuite, vous avez Guy Debord avec l'international situationniste et tout un cortège à chaque fois d'artistes, d'activistes. Et ça va être l'objet de l'intervention de Corinna juste après. Ensuite, Yves Klein avec le vide et l'immatériel. Donc là, je vais extraire le Yves Klein qui me semble le plus radical, pas l'auteur des monochromes ou des anthropométries qui reste de la peinture abstraite, mais le Yves Klein, à mon sens, le plus expérimental, le plus extrême. Et Alain Capro, le fondateur du happening. Alors on aurait pu vous mettre aussi John Cage, parce qu'il y a des débats de spécialistes, bon j'ai choisi Capro. Et Joseph Kossut avec l'art conceptuel, bon on pourrait citer Laurence Weiner, enfin, tout. À chaque fois je cite un nom, mais il y a des constellations d'artistes autour. Hein. C'est pour avoir une vision, encore une fois, assez simplifiée, pour voir en fait une évolution, plus que de rentrer dans le détail de chaque mouvement ou artiste. Alors, je vais repartir un petit peu de l'art abstrait, parce que finalement, dans les grandes étapes de déconstruction des avant-gardes, on a évidemment des moments, des étapes extrêmes, comme le carré blanc sur fond blanc de Malevich, 1918, la différence infinitésimale entre deux blancs, la nuance réduite à quelque chose d'absolu, c'est vraiment ça la recherche. C'est ce qu'il appelait le 0 degré de la peinture. Une artiste qu'on oublie un petit peu, dont j'en parle, elle s'appelle Sophie Tolberhardt. Elle était connue comme étant la femme de Dan Sarp, et elle a utilisé l'art abstrait pour le généraliser à l'ensemble des arts. Donc, ce qui est intéressant dans son travail, c'est que c'est une des pionnières de l'art abstrait, mais elle l'a généralisé à quasiment tous les arts. Peut-être plus que Sonia Delaunay. C'est-à-dire qu'elle a même été jusqu'aux arts de la scène, jusqu'aux marionnettes que vous voyez à droite. Et donc l'art abstrait ne connaît pas de frontières, il se déploie dans toutes les disciplines, art majeur, art mineur, décoratif, utilitaire ou sans utilité.
évidemment, Marcel Duchamp en 1913, le ready-made, qui est une sorte de mort de la peinture, quelque part. On ne représente plus en présent, on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un artiste central pour l'art moderne, mais ça, je ne l'apprends pas, je pense qu'on est tous d'accord. C'est vraiment le remettre dans une ligne historique, en fait. Le fameux riz noir de 1917. Rose, c'est la vie. Duchamp s'invente un double féminin qui signe même ses œuvres à sa place. C'est comme une délégation du pouvoir créatif. Et une œuvre, je vous ai mis une œuvre un peu méconnue parce que Duchamp, on parle beaucoup de lui. C'est une œuvre très peu connue qui s'appelle A Guest plus A Host égale A Ghost. Ça consistait en 1953 à distribuer des petits bonbons à l'entrée d'une exposition à Paris d'un peintre expressionniste. Donc Duchamp ne participait pas à l'exposition. Il détestait participer aux expositions à cette époque. Il avait arrêté de peindre. Et il a confectionné des petits bonbons avec du papier aluminium. Il a imprimé dessus cette espèce d'équation calembour. Et il l'a distribué à tous les visiteurs de l'exposition. Donc à l'intérieur, il y avait un caramel mou que tous consommaient ou conservaient. Donc d'une certaine manière, c'est comme s'il y avait une disparition de l'œuvre d'art elle-même, parce qu'il reste juste ce petit linceul qui est l'emballage aujourd'hui de ça. Et puis cette inscription énigmatique qui fait que peut-être que l'invité c'est vous, celui qui invite c'est le galeriste ou l'artiste expressionniste qui exposait, et puis le ghost, est-ce que c'est Duchamp lui-même? Donc on pourrait presque y voir une dématérialisation de l'œuvre d'art et de la notion d'artiste, puisque Duchamp déjà, là il a signé avec son nom, mais il pouvait utiliser ses doubles, Robert Muth, Richard Muth, ou Rose c'est la vie et bien d'autres. Alors en 1956, il y a Isidore Isou dont je vous ai parlé, et ça c'est un artiste qui est beaucoup moins connu et qui à mon sens fait partie de cette recherche de dématérialisation et de volonté de modifier l'ontologie de l'art. C'est-à-dire que l'art va se manifester sous une autre manière. Et ça prend cette forme. En 1956, il accroche une toile blanche, elle n'est pas peinte, avec juste cette inscription dessus pour la désigner comme une œuvre infinitésimale ou estapériste. Alors ça, c'est son jargon. Ça veut dire que c'est une œuvre ouverte à l'imaginaire des spectateurs à l'infini. C'est-à-dire que toutes les représentations mentales que vous pouvez vous faire peuvent se déposer sur cette surface de projection vierge. Et tout le travail de Duchamp, c'était d'expliquer que ce n'était pas un ready-made. Duchamp aurait pu signer un tableau vide. Ce n'est pas un ready-made pour Isou, ce n'est pas non plus une œuvre abstraite puisqu'elle n'est pas peinte. Et donc pour lui, c'est une œuvre qui sert comme un support mental de la représentation du spectateur. Donc l'imagination, votre imagination, c'est l'œuvre. D'ailleurs au départ, il ne voulait pas faire de support matériel pour matérialiser son idée. Et c'est des personnes qui lui ont proposé après en 1987 de réaliser le support qui avait été perdu à l'origine. Une autre œuvre d'Isou de 63 qui s'appelle, dans le cadre de l'art infinitésimal, respirer l'air ou rien, inventer des parfums inconcevables. Donc en fait, ce que vous voyez, ce n'est pas une œuvre, c'est une proposition pour imaginer une œuvre. Donc il ne s'agit pas de contempler esthétiquement cette feuille avec cette inscription, c'est un tremplin pour construire mentalement, c'est une injonction, un texte pour construire mentalement, architecturer l'expérience. Donc on est en 63, l'art conceptuel arrive en 65, 66, vous voyez, donc c'est intéressant de voir aussi les dates. L'originalité de l'art infinitésimal, cet art imaginaire, c'est qu'il ne va pas seulement se cantonner aux arts visuels, il va aussi aborder par exemple la poésie. Ici, je vous montre un exemple, c'est un sonnet infinitésimal. Donc pour lui, ça c'est de la poésie, avec 2 quatrains, 2 tercets, qui est la forme du sonnet, sauf que ce n'est même plus du lettrisme comme il le pratiquait dans les années 40, ce sont des signes incompréhensibles, imprononçables, qui sont comme une sorte de système de notation d'un poème imaginaire.
Il va imaginer aussi un théâtre infinitésimal, un cinéma infinitésimal. Donc, comme tout à l'heure, Sophie Teuberard qui déployait l'art abstrait dans tous les arts, Isou va déployer l'art infinitésimal au-delà des frontières d'une seule discipline. En 1957, Guy Debord et d'autres fondent le situationnisme. On va vous parler Corinna, donc je ne vais pas trop en parler. Ce qu'on retiendra du situationnisme, c'est trois choses essentielles. C'est la notion de détournement, la dérive, marcher sans but, l'errance, et le dépassement de l'art comme programme conduisant l'international situationniste. Alors, ça passe par des détournements de bandes dessinées, par exemple, dans les revues situationnistes. On change les bulles et on les remplace par des slogans révolutionnaires. Ça passe par des errances et le développement de la psychogéographie, c'est-à-dire que l'œuvre d'art n'est plus quelque chose qu'on regarde, qu'on contemple, c'est une expérience à vivre. Duchamp parlait de regardeurs, là on parle de viveurs. Ils vivent une expérience et ils consignent souvent leurs errances sous l'effet de l'alcool, dans des textes, etc. Donc il n'y a plus vraiment d'œuvre au sens habituel du terme. En 1963, Debord écrit le dépassement de l'art dans une exposition. Donc il écrit sur des tableaux, mais ce n'est pas pour faire de la peinture au sens académique. C'est vraiment la volonté d'imposer le dépassement de l'art comme une avant-garde. Yves Klein en 1958, donc la quête du vide et de l'immatériel, comme je vous dis, je retiens que cette partie-là. Là, il se balade dans son espace vide. Là, c'est les zones de sensibilité picturale immatérielle, disperser des feuilles d'or dans la scène, avec un certificat. 1959, c'est le A' d'Alan Capro. Donc effectivement, il y a encore une mutation ontologique. L'œuvre d'art n'est plus un objet, ça devient une expérience à vivre. Donc souvent, c'est la photographie, le film, la documentation qu'on retrouve, et puis l'œuvre. 1965, l'art conceptuel, l'idée en tant qu'art, évidemment l'iconique Joseph Kosuth, donc chair, la définition, la chaise, son image. Ça pour lui c'est la même œuvre, puisque c'est le même dispositif, mais on peut changer la base matérielle de l'œuvre. Donc ce qui est intéressant avec l'art conceptuel, c'est que pour la première fois, la base matérielle de son support est indépendant de l'idée. L'idée, c'est de travailler sur une idée, peu importe la réalisation. Ça, c'est Robert Barry qui libère des gaz, il fait tout un travail sur l'immatériel, les gaz. Donc, on retrouve notre petit schéma pour voir le chemin parcouru. Et évidemment, la conséquence de tout ça, c'est que malgré toutes ces expériences incroyables de déconstruction des formes, de volonté de s'extirper de la représentation pour ce que j'appellerais la présentation, c'est-à-dire le monde réel, tous ces artistes radicaux que je vous ai montrés sont toujours plus ou moins dans la formalisation d'une œuvre, même si l'œuvre cesse d'être matérielle, picturale, elle prend la forme d'un ready-made, elle prend la forme d'un événement, mais c'est toujours pensé sous la forme œuvre d'art. Donc c'est la mutation de l'œuvre d'art, mais ce n'est pas son abandon. Donc ce qu'on appelle l'art visuel, c'est pour ça que vous êtes ici, l'art visuel, ça serait cette idée qu'il faudrait se dégager de cette suprématie du visuel, parce que finalement tout ce qu'on a vu, toute cette mutation ontologique, ça reste des mutations, des modalités dans le monde visuel lui-même. Alors, la terminologie art visuel, Alexandre l'a fixée en 2004, mais on sait qu'il y a beaucoup d'œuvres auparavant, comme Gary qui est ici présent, Gary Vigo. Il y a déjà beaucoup de choses avant. Le terme est fixé, on va dire, en 2004, stabilisé. Et c'est cette idée de l'art après l'œuvre d'art. C'est un peu mystérieux tout ça, il faudra s'expliquer, figurez-vous. Mais ce que j'ai envie de dire, sans trop déflorer les choses, c'est que l'art invisuel, finalement, il n'est pas tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je vais le définir négativement, puisqu'il s'appelle art invisuel. Il y a un
côté un peu négatif dans cette terminologie. Donc l'art visuel n'est pas un ready-made, ce n'est pas du dadaïsme. L'art visuel, ce n'est pas de l'art imaginaire comme Isdorizu qu'on a vu. Ce n'est pas une pratique situationniste. C'est tout l'objet du travail de Corina. Ce n'est pas de l'art de l'immatériel comme Yves Klein ou d'autres artistes, j'ai pris cet exemple. Ce n'est pas un happening ou une performance. Et ce n'est pas de l'art conceptuel. Je dis ça parce que souvent, les objections envers, c'est que l'art invisuel prétend être nouveau, mais il est toujours envoyé à des formes existantes avant lui. Donc, il y a ce travail de distinction. Alors, l'art invisuel, ça serait l'art après l'œuvre d'art. C'est-à-dire que l'art visuel, ça serait la construction, la destruction, la représentation, ce qu'on a vu. Ça serait aussi le cycle de la présentation et de l'anti-présentation, c'est-à-dire le monde matériel qu'on vous montre, installation, performance, etc., puis voir sa négation. Et finalement, l'immatérialité qui serait l'anti-présentation du monde ne signifie pas l'abandon de l'idée de l'œuvre d'art, finalement. Donc, on a là, à mon sens, une spécificité de l'art invisuel. Je cite Alexandre. Il définit l'art invisuel de la manière suivante: c'est un nouveau genre d'art qui se concrétise autrement qu'en une œuvre d'art. Il offre ainsi aux artistes de multiples possibilités de travail et d'ouverture. En 2000, il effectue ce qu'il appelle une captation institutionnelle. Il reprend le vieux nom de la Biennale de Paris, cet événement lancé en 1959 par André Malraux. Le nom est abandonné, beaucoup le savent dans la salle. Il reprend ce nom, il va donner une suite inattendue à la Biennale de Paris. Il n'y aura plus d'exposition, il n'y aura plus d'œuvres d'art, il n'y aura plus de commissariat d'expo. Il va faire une sorte d'anti-biennale de Paris, mais elle va se maintenir sous ce nom-là. Donc l'idée, c'est de s'emparer d'une institution pour lui donner une nouvelle orientation et la mettre au service du projet de l'art visuel. Merci pour votre attention.